Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse et Philippe Deveul. C'est un radicalisé fiché S, connu de la justice pour avoir tenté d'agresser à l'arme blanche des membres de la police nationale en février dernier, qui est à l'origine de la tentative d'assassinat sur une policière municipale de La Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes. Le pronostic vital de la policière est engagé et 2 gendarmes ont été blessés. Le terroriste est, lui, mort. Un nouvel attentat qui pose question, puisqu'on peut légitimement se demander ce que faisait ce type d'individu dehors, vu sa dangerosité avérée. Peut-on empêcher la libération des détenus radicalisés? C'est notre grand débat et vous êtes pour le moment 85% à dire oui. Avec nous, Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme et cofondateur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Bonsoir Claude Moniquet. Bonsoir. Cette question, peut-on empêcher la libération des détenus radicalisés, se pose plus que jamais ce soir. Mais oui, elle se pose, cela étant, on a l'impression qu'elle se pose un peu après tout, beaucoup d'attentats, puisque souvent on nous dit que soit l'individu était déjà connu des services et était fiché, soit effectivement qu'il sortait de prison depuis quelques semaines ou quelques mois. Ça pose des problèmes. En même temps, le problème fondamental, c'est que cet individu avait d'une part purgé sa peine, et donc une partie de sa peine en tout cas, et était sorti au mois de mars, sauf erreur de ma part. Il relevait manifestement de soins psychiatriques. Mais en France, on a un gros problème sur la psychiatrie, c'est qu'en 30 ans, on a divisé par 2 le nombre de lits et que donc les capacités d'hospitalisation ont fortement baissé. Donc on a effectivement aujourd'hui des gens qui se promènent en liberté ou qui sont dans des appartements dits supervisés et qui auraient sans doute beaucoup plus leur place dans un milieu fermé ou semi-fermé. Philippe Bilger. Alors Claude Moniquet, c'est à chaque fois un plaisir de vous entendre, franchement, sur Sud Radio. Mais merci Philippe Bilger. Est-ce que d'abord la psychiatrie, est-ce que ça n'est pas une manière un peu systématique d'excuser une impuissance dans la lutte contre l'islamisme? Premier point. D'autre part, on évoquait tout à l'heure avec notre ami Philippe David le fait que on persiste à opposer un état de droit banal et notamment totalement défaillant sur le plan de l'exécution des peines à une criminalité au sens propre extraordinaire. J'entends par là que cette criminalité-là, lorsqu'elle est vivante, profite de l'état de droit classique que lui offre la justice, alors que profondément, elle relève d'une catégorie qui me semble tout à fait exceptionnelle, puisqu'elle n'a qu'une envie, lorsqu'elle sera libérée, c'est de renouveler les agissements criminels qui lui sont reprochés. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on pourrait inventer un état de droit adapté à cette criminalité en montrant bien ses particularités odieuses par rapport à la criminalité ordinaire? Pardon pour cette question un peu longue. Claude Moniquet. Mais je suis en partie d'accord avec vous. La justice est aveugle et elle traite l'ensemble des prévenus à peu près de la même manière. Et effectivement, dans les prévenus, qu'est-ce qu'on a ? On a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont fait une grosse connerie. C'est leur place. Mais bon, il faut les traiter d'une certaine manière. Il y a des gens qui sont des petits délinquants d'habitude. C'est une gêne profonde. Mais ils sont malhonnêtes, mais ils ne sont pas dangereux pour la société. Et puis, il y a des gens qui sont dangereux. Il y a le crime organisé mafieux, le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains, et il y a les terroristes. Et effectivement, pour ces catégories de personnes, on devrait peut-être envisager, et de délits, on devrait peut-être envisager d'une part des peines plus lourdes, et d'autre part une application plus sévère de la loi, et des gens qui iraient plus systématiquement à fond de peine. On ne peut pas traiter de la même manière un garçon qui a volé dans une épicerie, et il a eu tort de voler dans une épicerie, on est tous d'accord là-dessus, et un criminel qui trafique les êtres humains et qui les fait mourir à l'arrière de son camion, comme on a vu à plusieurs reprises depuis des années, ou un terroriste qui poignarde des gens dans la rue. Je crois que n'importe qui peut être d'accord avec ça. Maintenant, il faut faire ça sans arriver à créer une justice d'exception, parce que la justice d'exception, j'ai tendance à m'en méfier. Donc c'est quand même une réflexion qui est, à mon avis, longue et difficile, et que manifestement pour le moment, on n'a pas. Lydia Guirousse.
Oui, en fait, c'est l'idéologie derrière, c'est quand même l'islamisme, et l'islamisme est une idéologie qui veut simplement notre mort. Et quand on y adhère, c'est qu'on est un déséquilibré, c'est qu'on est un petit peu un dingue, parce qu'il faut quand même pas être très équilibré pour adhérer à cette idéologie qui est l'islamisme. Donc moi, je suis toujours un peu stupéfaite quand j'entends certains médias nous dire oui, il avait des problèmes psychiatriques et donc il était à l'hôpital psychiatrique. Je pense que l'hôpital psychiatrique ne peut pas non plus recevoir tous les intégristes islamistes radicalisés qui ont envie de passer à l'acte. Je ne suis pas certaine que ce soit le lieu où ils doivent se trouver, parce que comme vous l'avez souligné, il y a quand même beaucoup eu de suppression de lits. Et je crois que la question, c'est pas est-ce qu'on peut, mais c'est on doit. On doit faire en sorte que ces gens ne puissent plus passer à l'acte et qu'ils ne puissent plus se balader librement en France. Et je crois que pour ça, il faut quand même faire évoluer notre arsenal juridique, parce qu'on ne peut pas les traiter comme un autre délinquant ou comme un autre criminel. Leur obsession, c'est de pouvoir passer à l'acte ou de repasser à l'acte à partir du moment où ils seront sortis de la prison. Donc il faut pouvoir les mettre hors d'état de nuire le plus longtemps possible. Et s'il faut faire évoluer la législation pour ça, je pense qu'il faut en passer par là. Claude Moniquet. Mais je suis d'accord avec vous sur tous les points d'ailleurs. Je pense qu'un extrémiste violent, quelle que soit son idéologie, que ce soit un islamiste ou un néo-nazi ou un maoïste violent, s'il y en a encore, un type qui pense qu'au nom d'une idée, il va changer le monde en mettant une bombe dans une gare, en poignardant des gens ou en les décapitant, effectivement, me semble déjà a priori relever de la psychiatrie. Ça me paraît assez clair. Maintenant, effectivement, au-delà de ça, il y a effectivement une idéologie, et l'idéologie, il faut la combattre. Et ça, jusqu'à présent, jusqu'à cette loi sur le séparatisme qu'on a discuté. Renforçant les valeurs de la République. Oui, oui, on ne s'est pas attaqué à cette idéologie. Aucun des gouvernements en place depuis 30 ans, qu'ils soient de droite ou de gauche, ne s'est attaqué au fond du problème, à savoir le fait qu'on ne naît pas terroriste, on le devient. Et on le devient par un processus de radicalisation. Et donc il faut couper l'herbe le plus bas possible, c'est-à-dire au niveau de l'idéologie, pas au niveau du passage à l'acte. Philippe Deveul. Oui, mais ce discours, je le connais depuis des années. Et moi, en tant qu'avocat de victimes de terrorisme, ça fait plus de 6 ans que je suis dans ces dossiers-là. Sur l'affaire du Bardo, du Bataclan ou récemment de Nice. Bardo, c'était à Tunis. C'était à Tunis, voilà. J'ai rencontré des politiques, ils vous écoutent, ils sont dans la communion de la souffrance des victimes, mais il n'y a rien qui se fait. Et quand on vous dit, mais il y a un danger qui est là, rien n'est fait. Par exemple, la Tunisie, on sait qu'il y a une connivence du parti islamiste Ennahda avec les terroristes et avec le pouvoir. L'État français était au courant, j'ai prévenu les plus hautes autorités en rencontrant François Hollande à l'époque, qui avait connaissé le dossier, mais qui n'avait rien fait. Puis après, quand on avait demandé une entrevue à Macron, il a botté en touche, il n'a pas voulu nous recevoir du tout, ça ne l'intéresse pas, il préfère faire autre chose que de faire du vrai travail. Donc maintenant, il faut savoir qu'on est en guerre. Et quand on est en guerre, on peut pas, alors on veut faire des lois, mais c'est bien, tant qu'il n'y a pas la volonté politique de rentrer dans le vif du sujet, de proposer des véritables solutions, rien ne se fera. Il faut savoir qu'il y a 15 millions d'armes illégales qui sont en circulation dans ce territoire, dans ce pays, qu'il y a 1400 zones de non-droit qui détiennent 6 millions de la population en otage, de toute religion, de toute race confondue. Et on ne fait rien, et on est face à ce problème sans rien vouloir entreprendre. Alors, vous pourrez voter les lois que vous voudrez, vous pourrez faire les jeter de ballons, ou allumer des bougies, pleurer, faire des commémorations. Tant qu'on sera dans ce registre-là, rien ne sera fait. Claude Moniquet. Alors, vous avez oublié une caractéristique du monde politique. Vous dites qu'il écoute, mais qu'il ne fait rien. Il y a une deuxième chose qui le caractérise, c'est qu'il a une vision à très courte vue. Et il a une manière un peu monomaniaque de traiter les choses. Pendant un moment, et c'est le cas depuis des années, on est focalisé sur le terrorisme islamiste. À raison, hein, c'est la principale menace. Oui. Mais par exemple, on voit dans certains pays que le terrorisme néo-nazi, même s'il est beaucoup moins prégnant, mais en Allemagne, ça fait quelques dizaines de morts en 20 ans, est un risque, mais qu'on ne prend pas en compte. On le prendra en compte le jour où il y aura eu un incident qui fera qu'on dira ah oui, on avait fait une allocation de moyens sur la menace principale. L'État semble incapable de gérer plusieurs dossiers sécuritaires à la fois. Et ça, c'est très, très inquiétant.
Vous êtes bien sur Sud Radio, il est presque 19h40, notre grand débat. Peut-on empêcher la libération des détenus radicalisés? Vous êtes pour le moment 85% à dire oui sur Twitter. On va revenir dans quelques instants, juste après une pause. On aura avec nous Julien qui est policier et qui va nous parler de ce que vivent les policiers à l'heure actuelle. Restez bien avec nous dans Les Vraies Voix. Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Philippe Deveul et Lydia Guirousse, direction le 0826 300 300. Bonsoir Julien. Bonsoir. Vous êtes policier et évidemment ce qui s'est passé à La Chapelle-sur-Erdre après Rambouillet, ça vous a touché. Bah oui, évidemment, ça me touche, mais après, le scénario, on le connaît. Maintenant, c'est pratiquement c'est hebdomadaire. C'est toutes les semaines ce genre d'acte. Le suspect, sans surprise, il est connu des services de police, radicalisé, je crois, depuis 2016. Il est sorti de prison depuis peu. Pour l'instant, rien ne m'étonne. C'est le profil classique, du terroriste c'est ce qui se passe depuis maintenant quelques années. Sauf que maintenant, alors je suis tout à fait d'accord avec l'avocat qui a pris la parole là, il y a quelques minutes. Tout à fait, il disait que c'est une question de volonté politique. C'est exactement ça. Ça fait, là, je ne sais plus combien de faits on a rien que ce mois-ci. On a le même scénario, donc des policières qui sont grièvement blessées ou tuées. Les condamnations, donc Gérald Darmanin qui se déplace, qui dit ah oui je condamne, le président qui dit ah oui je condamne, et puis on a le revers de la médaille, on a Monsieur Dupond-Moretti qui nous annonce pour un journaliste lui pose la question sur l'insécurité, qui ne répond pas à la question, qui dit qu'il n'y a pas de faille dans la justice, que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème dans notre pays, que la police, c'est tout ça c'est presque de l'imagination, ça relève de l'imagination. Malheureusement, tout ça on le connaît. Restez avec nous, Julien. On va faire réagir Claude Moniquet. Claude Moniquet, je rappelle que vous êtes expert en contre-terrorisme et cofondateur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Julien, qui est policier, quand il dit que nous maintenant, c'est toutes les semaines? Je lui réponds qu'il a raison. Moi, ça fait une quarantaine d'années que je suis ces problèmes de différentes manières, entre autres pendant 20 ans dans un service spécialisé en France. Et depuis 40 ans, je n'ai vu la situation ne faire qu'une chose, se dégrader. On a, là où on avait quelques menaces qui étaient quand même relativement circonscrites, même s'ils étaient graves, dans les années 80, il y a 40 ans, aujourd'hui, on a effectivement un réservoir de plusieurs milliers de radicalisés en France qui sont dangereux, pour ne parler que des islamistes, plus des gens, plus à l'extrême gauche des Black Blocs, plus des milieux néo-nazis qui un jour ou l'autre vont se réveiller, vont nous faire mal. Et effectivement, ça se dégrade. Et ça va continuer à se dégrader parce que l'évolution de la société, et entre autres ce qui s'est passé depuis un peu plus d'un an maintenant avec les confinements et la destruction sociale que ça va amener, ne peut que provoquer de la violence. Et face à ça, effectivement, l'État semble, on va être gentil, l'État semble timide. Philippe Bilger. Claude Moniquet, je reviens un peu à la charge. J'indiquais tout à l'heure que ce crime terroriste, c'est à la fois la consécration, si j'ose dire, de défaillance de la justice ordinaire, avec l'inexécution des peines ou le laxisme absolu de la structure pénitentiaire, mais j'évoquais la criminalité particulière qu'est l'islamisme. Et vous l'avez en quelque sorte noyé dans la criminalité générale. Pour moi, je vous interrogeais sur le point de savoir si elle ne devait pas être une criminalité totalement à part, assujettie à un statut spécial. Elle n'a rien à voir avec les braquages, elle n'a rien à voir avec les autres criminalités, puisque, encore une fois, elle profite de l'état de droit ordinaire et elle n'a qu'une envie, c'est de recommencer, ce qui n'est pas le cas des criminels ordinaires, même si, quand ils sont sortis de la prison, ils ont tendance à céder à leur penchant. Donc, qu'est-ce que vous pensez d'un statut spécial pour cette criminalité-là? Claude Moniquet. Alors, si vous avez compris ce que vous avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Je pensais avoir clairement fait la différence entre une délinquance générale, quelle que soit sa gravité, et deux formes de criminalité que je mets à part, qui sont d'une part le crime organisé. Je ne parle pas d'une bande dans un quartier, je parle du crime organisé transnational de type mafieux, qui est un énorme problème
et le terrorisme sous toutes ses formes. Ces deux formes de criminalité, le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité organisée transnationale de type mafieux, relèvent effectivement, à mon avis, d'une législation spéciale, d'ailleurs qui existe en partie. On a sur le terrorisme les cours d'assises spécialement constituées. Donc mais je ne les mettrai pas ensemble. Je les mettrai pas ensemble. Il y en a une qui m'apparaît infiniment plus grave que l'autre, parce que la première, elle est gravissime, mais encore une fois, ces gens-là, parfois, laissent penser qu'ils pourraient s'arrêter. Mais ça, je ne pense pas, parce que je vais m'arrêter une seconde, c'est pas le sujet du jour, mais au crime organisé transnational mafieux, regardons ce qui se passe en Italie, qui est une grande démocratie que nous connaissons, où la criminalité organisée a totalement corrompu, pénétré l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les politiques, la justice, des avocats, malheureusement, des journalistes sont entièrement aux mains des mafias. Et donc, ça fausse tout, ça fausse le jeu économique, sans compter, par ailleurs, c'est moins visible que la criminalité terroriste, on est bien d'accord, parce qu'il n'y a pas 100 morts en une fois, sans compter les milliers de gens qui meurent parce qu'ils sont victimes d'un trafic de drogue, d'un trafic d'êtres humains, etc. Donc, je ne pense pas qu'il faut minimiser la criminalité organisée. Et je crois vraiment que les deux sont des menaces fondamentales pour nos sociétés. Il y en a une qui est plus visible et plus sanglante. À la rigueur, je pense même que peut-être qu'elle est moins en possibilité de mettre à mal l'État. Elle fait mal, elle tue, mais le terrorisme islamiste ne gagnera pas contre l'État. En Italie, on peut penser que la mafia a gagné contre l'État. Il y a quand même un danger. Rappelons-nous qu'il y a eu un attentat à la préfecture de police par une personne qui était de la préfecture de police de Paris. Donc, il y avait eu un rapport de M. Urvoas, à l'époque garde des Sceaux, qui avait indiqué qu'il y avait une infiltration aussi islamiste dans les services de police et parfois dans l'armée. Ça s'était su et très vite, ce rapport avait été étouffé. Donc, il faut quand même rester extrêmement vigilant. Moi, je pense que le danger, il est extrêmement important et ils sont très sournois et capables d'infiltration. Ah mais je ne crois pas avoir dit à un seul moment qu'il ne fallait pas rester vigilant. Hein. Non, alors je vous écoute, mais là je ne suis pas vraiment en conformité avec ce que vous dites, parce que vous parlez du danger néo-nazi. Ok, mais quelles sont les menaces nazies sur notre territoire national par rapport à l'islamisation, la volonté de l'islamisation du pays avec le réseau des frères musulmans qui sont propres sur eux et qui ont parole dans les médias, dans la société, avec une alliance des réseaux terroristes comme Daesh, Hakmi ou Al-Qaïda, et qui ont une vision stratégique d'islamisation du pays. Et ils nous ont déclaré la guerre, et nous leur faisons la guerre. Et notre politique, c'est la politique de l'huître. On est fort à l'extérieur et on est faible à l'intérieur. Tant qu'on n'a pas une vision militaire de la chose, on ne pourra pas combattre ce mal. Le mot de la fin, Claude Moniquet, en une petite minute. Alors, en une petite minute, je pense que... Alors, je serais très triste qu'on pense que je minimise le danger islamiste, parce que ça fait quand même des années que je m'en occupe, et ce n'est pas le cas. Je pense effectivement qu'il faut s'attaquer à l'idéologie, mais qu'il ne faut pas... Enfin, s'attaquer de manière ferme à l'idéologie islamiste, mais qu'il ne faut pas négliger d'autres menaces qui, demain... Je vous rappelle que l'extrême droite en Italie, la gare de Bologne, c'est 80 morts. C'est autant qu'à Nice. Alors c'est une fois, et effectivement, ce sont des milieux qui sont beaucoup plus faciles à pénétrer, à surveiller par la police et les services de renseignement que l'islamisme, ce qui minimise leur risque, on est bien d'accord, mais le risque existe. Comme il existe sans doute aussi, mais moins aujourd'hui, à l'extrême gauche. Merci beaucoup Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme et cofondateur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Verdict sur Twitter, vous avez beaucoup voté. Le grand débat à La Chapelle-sur-Erdre, peut-on empêcher la libération d'un détenu radicalisé? Vous avez été 86% à dire oui. Merci aux vraies voix. Merci Philippe Bilger, merci Lydia Guirousse, merci Philippe Deveul. Dans quelques instants, les vraies voix qui font bouger la France.